Donc on va laisser la parole à Madame Nathalie Rémonet, qui vient de l'Université Paris Diderot, et plus exactement de la Direction d'appui à la recherche et à l'innovation, et qui va nous parler des plans de gestion des données de la recherche, un plan de gestion qui a été mis en place dans leur établissement grâce à elle. On appelle également cela DMP, Data Management Plan. Donc il s'agit d'un enjeu stratégique pour l'avenir, puisqu'on l'a vu, la conservation et la réutilisation des données de la recherche est un enjeu très important. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour, je travaille à la direction de la recherche de l'Université Paris Diderot et ce que je vais vous présenter résulte d'un travail en commun avec mes collègues Magali Moisan du bureau des archives de l'Université Paris Diderot et Aurore Cartier du SCD de l'Université Paris Descartes. Donc rien que ça me permet déjà de voir que travaillant dans une direction de la recherche, j'ai travaillé pour vous présenter ce plan de gestion des données qu'on a mis au point avec des collègues qui ont d'autres compétences. Moi-même étant documentaliste à l'origine, donc j'ai travaillé avec une archiviste et une conservateur des bibliothèques pour ce sujet-là. Et donc ça fait un peu le lien avec les deux présentations précédentes. C'est à la fois la notion de travail collaboratif et de compétences un peu diversifiées. Donc je vais vous parler de plan de gestion des données et la première question, me semble-t-il, qu'on peut se poser, c'est, avant de dire de quoi il s'agit quand on parle de plan de gestion, mais qu'est-ce que ça veut dire de gérer les données de la recherche et pourquoi on gère les données de la recherche, pourquoi on s'y intéresse. Je dirais que la réponse, elle est un peu dans ce dessin. C'est pour éviter de se trouver dans la situation de ce petit monsieur qui essaye désespérément de récupérer, de contenir les données qui s'échappent dans tous les sens. L'idée de gérer les données, c'est bien de les cadrer, les décrire, savoir où on les stocke et savoir où on les conserve. Donc les gérer, c'est savoir ce qu'on a et savoir ce qu'on en fait. Alors plus précisément, l'un des enjeux de la gestion des données de la recherche, c'est d'améliorer la visibilité des résultats et de garantir une réutilisation des données produites. Pourquoi on a besoin de ces aspects-là? Tout simplement parce qu'actuellement, quand une équipe de recherche ou un doctorant mène un projet de recherche, il y a une production d'une certaine quantité de données. Ces données sont d'une grande quantité, mais ensuite on va récupérer un sous-ensemble de ces données pour les traiter. C'est-à-dire qu'on va collecter ou produire un ensemble de données et on ne va en retenir qu'une partie pour les traiter et en faire quelque chose. Et ensuite, ensuite, ce qu'on va réutiliser de ces données qu'on aura produites ou collectées puis traitées, on va en retenir seulement encore une fraction inférieure pour en tirer quelque chose qui deviendra une publication. Donc on est dans une situation où on fabrique beaucoup de données et en réalité on en montre assez peu. Ce qui revient à dire que pour chaque labo, pour chaque équipe de recherche plus exactement, on va avoir beaucoup de travail produit, beaucoup de données produites et très peu de données visibles. Le pire, je dirais, c'est qu'une partie des données qui sont visibles ne le sont que parce qu'elles sont intégrées à une publication. Elles sont donc enfermées en quelque sorte dans un document PDF. Donc on se trouve dans une situation où on a une grosse production de données et une très faible publication de ces données. Donc c'est la raison pour laquelle l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer la visibilité et de rendre réutilisable ce qui a été produit. Alors une autre façon de le voir, c'est de regarder quels sont les enjeux. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure, en particulier par le biais de la loi pour une république numérique. Évidemment, l'un des enjeux du partage des données, ça va être de créer, ou plutôt de mettre à disposition des données qui vont permettre d'être une nouvelle source, ou plutôt des sources existantes pour de nouvelles recherches, pour des recherches qui peuvent être d'un tout autre type. Un autre enjeu, ça va être la fouille de données. Alors je l'ignorais, mais donc je suis contente et désolée de savoir qu'il y a un blocus sur le text and data mining. Mais disons que l'idée, ça serait de permettre la mise en, l'émergence de connaissances supplémentaires en croisant des corpus de données quels qu'elles soient.
Un autre enjeu, c'est évidemment la diffusion des résultats scientifiques. Si on diffuse plus de données, on augmente le potentiel de réutilisation, de capitalisation et de création de connaissances. Donc ça, c'est toujours le phénomène de fond et c'est ce qui va tout à fait dans le sens de l'open access. On a aussi quelque chose qui est peut-être moins évident. Ça dépend un peu des disciplines. Il existe des cas où les conditions de production des données ne sont pas reproductibles. Donc ce n'est pas les données qui ne sont pas reproductibles, mais les conditions de production. Les deux exemples types, c'est les données climatiques ou les données astronomiques. À un temps T, on peut faire une observation. Enfin, toutes les sciences qui s'appuient sur des observations, en fait, à un temps T, on capte une observation. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, il y avait du soleil. Ben voilà, 2 heures après, les données ne sont plus les mêmes. Il y a des nuages. Voilà. Donc, s'assurer de conserver et de rendre utilisables des données qui ne sont pas, dont on ne peut pas reproduire les conditions de production. Il y a évidemment des gros enjeux de coûts, et ça c'est l'une des raisons d'être du souci de la Commission européenne sur la gestion des données, c'est de dire que quand on finance à coût de centaines de millions d'euros des projets de recherche et qu'on laisse dépérir les données qui ont été générées à cette occasion, c'est qu'on a perdu de l'argent. Donc il y a vraiment des enjeux économiques tout à fait conséquents. Il y a aussi un enjeu qui est plus de l'ordre entre l'éthique et l'intégrité. C'est qu'en ouvrant les données qui ont donné lieu à des publications, on rend possible, alors je ne dis pas que ce soit faisable à tous les coups, mais on rend possible la reproduction du résultat tel qu'il est relaté dans la publication. Et donc on rend d'autant plus possible le fait de reproduire et donc de vérifier des résultats qui ont été publiés. Donc il y a des vrais enjeux et puis ça fait quand même un petit moment que dans toutes les communautés on assiste à des comment, j'ai plus le mot français, des rétractions d'articles qui ont été publiés mais qui ont été soupçonnés d'être, dont les résultats ont été soupçonnés d'être un petit peu arrangés et vérification faite, effectivement, les résultats ont été arrangés, les articles sont retirés. Donc publier les données, c'est aussi donner une certaine forme de garantie en termes d'intégrité et d'éthique sur l'utilisation qui est faite des données en sciences. Et puis le dernier élément, c'est un élément un peu méta, c'est au-delà du seul chercheur, c'est la valorisation de la production scientifique d'un établissement. C'est exactement le pendant de ce qui se passe pour les publications en open access dans un portail de type HAL. Je sais que donc, vous avez un portail HAL à Paris 13, on en a un à Diderot, il y en a aussi à Descartes, donc on voit bien que c'est aussi un élément d'amélioration de la visibilité des établissements au travers de l'ouverture ou au moins la diffusion de leurs résultats scientifiques, et les données sont pleinement un résultat scientifique d'un établissement. Donc, pour rentrer un peu plus dans le fond du travail, la démarche qui a été la nôtre quand on a commencé à vouloir travailler sur la création d'une trame de plan de gestion de données, c'était d'accompagner les chercheurs. Et là encore, on retombe sur la notion de travail en commun et de travail collectif. Et donc, notre déclencheur, ça a été évidemment la Commission européenne qui, en 2013, a publié son programme de recherche Horizon 2020. Et dans ce programme de recherche, on s'est aperçu qu'il y avait, outre le fait de publier toutes les publications en open access, c'était aussi de produire un Data Management Plan, donc un DMP ou plan de gestion des données. Sur la première partie du programme Horizon 2020, le DMP n'était pas obligatoire, mais il était, disons qu'il était présenté comme quelque chose d'intéressant à commencer à réfléchir. Et depuis le Work Programme 2017 de la Commission, il est devenu un livrable, c'est-à-dire que tous les projets européens, tous les projets qui bénéficient d'un financement européen doivent livrer, au même titre que les autres Work Packages du projet, doivent livrer un plan de gestion des données. Donc pas d'angoisse, parce qu'un plan de gestion des données, finalement, alors là je vous montre la représentation de la couverture de notre deuxième version qu'on est en train de finaliser. Et ça, c'est l'intérieur d'un plan de gestion des données tel qu'on le propose, c'est-à-dire un ensemble de champs avec un ensemble d'exemples pour expliquer ce que chaque champ doit recouvrir. Donc peut-être
C'est peut-être le moment que je dise un petit peu plus précisément ce que c'est qu'un plan de gestion des données. C'est donc un document qui est formel. C'est la raison pour laquelle on propose un document pour vous aider à remplir. Donc c'est un document formel dans lequel on va décrire la façon dont les données ont été produites au cours du projet de recherche, la façon dont elles sont stockées, la façon dont elles sont rendues accessibles au sein de l'équipe pendant le projet et dont elles vont être éventuellement soit ouvertes, soit protégées pendant le projet ou à l'issue du projet, et la façon dont elles seront archivées une fois, et donc peut-être sélectionnées pour de la publication ou au contraire pour de la préservation, protégée à la fin du projet. Donc c'est un document qui synthétise toute la vie de la donnée de recherche au cours d'un projet de recherche. Alors, je ne suis pas archiviste, mais je sais que les archivistes aiment bien la notion de cycle de vie des données. Donc, on est vraiment dans suivre ce cycle de vie, c'est-à-dire le moment où on crée, le moment où on stocke, le moment où on utilise, le moment où on partage ou protège, et le moment où on va conclure le projet et donc archiver tout ce qui est issu du projet. Donc, le plan de gestion, c'est pas autre chose que ça. En fait, c'est une checklist pour penser à faire tout ce qu'il y a à faire. Typiquement, ça permet aussi d'anticiper des problématiques de type volumétrie, accès sécurisé ou pas. Et donc, dans tous ces éléments de la vie du projet, eh bien, on va avoir affaire à des compétences différentes. Et ça a déjà été un peu mentionné tout à l'heure. Il va y avoir évidemment le chercheur parce qu'il connaît son domaine de recherche. Il va y avoir les professionnels de l'IST. Il va y avoir éventuellement des juristes, il va y avoir des techniciens, des informaticiens. Il y a tout un ensemble de compétences qui peuvent être mises en jeu à cette occasion-là. Donc ce qu'on a proposé, on est donc en train de faire une version 2, mais il est accessible si vous souhaitez réutiliser ou vous en inspirer. Enfin, faites-en ce que vous voulez, c'est en licence Creative Commons, donc vous pouvez y aller. Et donc on l'a mis en accès derrière cette URL-là, et on mettra notre V2 quand elle y sera également derrière cette URL. Sachez qu'il existe quand même des outils informatiques, puisque nous c'est juste une grille Excel, donc c'est pas forcément très sexy. Il existe le DMP Online qui est préconisé par la Commission européenne et le DMP Tool, donc c'est des outils en ligne qui génèrent automatiquement un document, donc le livrable. Et en France, l'INIST est en train de travailler sur un outil qui s'appelle DMP Opidor. Donc on va essayer, nous, de faire rentrer notre DMP dans DMP Opidor de façon à mutualiser les efforts. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais bon, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Alors de façon un tout petit peu plus concrète, si on reprend un peu l'intérieur d'un plan de gestion des données, voilà ce qu'on imagine. Phase 1, tout simplement parce que la Commission européenne a des exigences qui sont calées sur la temporalité du projet. C'est-à-dire que si on prend par exemple un projet de 3 ans, la Commission européenne sait bien que vous n'allez pas pouvoir tout savoir sur les données que vous n'avez pas encore fini de produire, ni même commencer au début du projet. Donc la Commission européenne en fait demande 3 versions du plan de gestion des données, parce que je rappelle que c'est un livrable dans le cadre d'un projet européen. Donc la Commission demande 3 versions. Une version dans les 6 premiers mois du projet et dans lesquelles on sait déjà... On sait déjà en quoi va consister le projet, on sait quels sont les partenaires qui vont participer au projet. Donc on a des éléments qui sont quasiment d'ordre administratif, sauf que la description du projet c'est quand même scientifique. Mais disons qu'une première version du plan de gestion de données, ça va être plutôt très descriptif et de façon très très méta. À un moment qui va être totalement intermédiaire et dépendant de la nature et de la durée du projet, on va être en mesure de donner des informations générales sur les données qu'on a déjà commencé à produire. On va être en mesure de fournir des informations sur les éléments de stockage, de partage, de protection des données. On a aussi toute une dimension qui porte, et encore une fois c'est une checklist, donc l'objectif, ça a été dit dans une présentation précédente, l'objectif c'est de sensibiliser l'équipe de recherche, l'inciter à se poser des questions sur est-ce que quand je triture des données, est-ce qu'il y a des dimensions éthiques et est-ce que j'ai mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour assurer la sécurité, est-ce que j'ai imaginé tous les risques possibles sur mes données.
Il y a aussi une dimension sur la protection, l'ouverture et l'archivage des données, et puis les ressources nécessaires pour réaliser tous ces éléments, sachant que le plan de gestion des données n'est pas du tout obligatoire au moment de la candidature. Donc, quand on fait une candidature à un projet européen, on fait aussi un budget. Donc, on sait, enfin, je veux dire que remplir cette partie-là des ressources nécessaires n'est pas conditionnel de l'obtention du projet. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon. Voilà. Et la troisième et dernière partie du plan de gestion, ça va être celle qu'on va livrer à la fin du projet avec l'ensemble de tous les livrables du projet et dans laquelle on aura une image extrêmement précise et fine de tout ce qu'on a produit, de comment on l'a traité et on pourra le décrire au niveau du jeu de données produit, le cas échéant. Et puis, il y aura la dimension archivage, et de cette façon-là, ça va être beaucoup plus précis sur où est-ce que je vais archiver mes données et pas où est-ce que j'imagine que je vais le faire. Donc, on a bien un déroulé qui est calé sur le déroulé temporel du projet. Pour réaliser tout ça, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a un ensemble, un workflow de compétences qui sont mises en œuvre. Donc le chercheur qui, lui, connaît bien son processus de production de données, et il connaît encore mieux ses thématiques scientifiques, donc c'est lui qui est le plus à même de dire ce qu'il va fabriquer, il sait de quoi il parle. Mais on a aussi tous les professionnels de l'IST, et ayant donc travaillé avec une archiviste et une conservateur des bibliothèques, je sais à quel point on est à la fois complémentaires et on se comprend. C'est-à-dire on a les mêmes langages et c'est bien agréable. Donc les IST ont des compétences tout à fait spécifiques sur la structuration, la description des données, donc les métadonnées, mais aussi sur les outils qui vont servir à entreposer des données, éventuellement des outils d'archivage. Et quand je dis entrepôt, c'est aussi être sensible à la question de est-ce que je vais penser à un entrepôt public ou privé, c'est-à-dire est-ce que je risque pas, si je choisis mal mon entrepôt, est-ce que je risque pas la privatisation de mes données? Donc il y a toutes les thématiques qui tournent autour des compétences de l'IST, dont il a déjà été un peu question ici. On a évidemment des compétences en informatique pour la sécurité des données, l'accès aux données aussi. Des compétences juridiques, parce qu'il y a un aspect qui est tout à fait crucial dans le cas des projets européens, en particulier des projets collaboratifs, c'est la propriété intellectuelle des résultats du projet. La plupart du temps, on a un consortium qui est mis en place et le règlement de ce consortium sert justement à prévoir quel résultat appartient à une équipe ou quel résultat appartient au consortium. Donc la notion de propriété intellectuelle des données est tout à fait cruciale dans l'objectif d'une future ouverture. Et puis évidemment, on a les ingénieurs projets européens. Alors je ne sais pas si vous en fréquentez, ça dépend dans quelle structure de l'établissement vous vous trouvez, mais c'est eux qui connaissent sur le bout des doigts tous les programmes européens, qui connaissent les contenus des grant agreements, donc la convention de financement, et donc les obligations qui découlent du financement européen, et qui connaissent aussi très bien la dimension d'éligibilité des coûts, c'est-à-dire quelles activités du projet vont pouvoir être prises en compte par le budget européen ou pas. Ça, je passe vite parce que c'était pas le sujet. Alors, un agenda un peu schématique du déroulement d'un projet européen qui va être le suivant. Encore une fois, quand on candidate à un projet européen, faire un DMP ou pas, ce n'est pas la question, parce que ce n'est pas un livrable de la candidature, c'est un livrable une fois qu'on a bénéficié du financement. Donc lorsqu'on s'engage on a la chance d'être bénéficiaire d'un projet européen et on s'engage dans Horizon 2020, il faut savoir qu'il est toujours possible de sortir de l'obligation de faire un plan de gestion de données. Ceci dit, il faut être en mesure d'exprimer une justification au fait de sortir. Et je voudrais aussi signaler qu'il est important d'avoir à l'esprit qu'il faut décorréler
le fait de faire un plan de gestion de données et le fait d'ouvrir ces données. C'est pas du tout la même chose. Faire un plan de gestion, ça sert à penser à tout ce qu'il faut prévoir pour gérer les données. Ça ne signifie pas qu'on va les ouvrir obligatoirement. Ça peut être une occasion justement de se rendre compte qu'on a affaire à des données qui sont particulièrement sensibles et qu'il est hors de question de partager. Ça peut être le cas. Donc la première phase dans les 6 premiers mois, ça va être la préparation du plan de gestion, donc ce qu'on appelle la version 1. À ce moment-là, on peut se faire l'équipe de recherche peut se faire accompagner par les professionnels de l'IST et cette première version va être envoyée à la Commission européenne. Dans les 6 premiers mois, ça c'est une obligation réglementaire. Ensuite, au cours du projet, et encore une fois, ça va dépendre de la nature et de la durée du projet. Il y a des projets qui sont assez brefs et ce sera juste un livrable de moyen terme. Il peut y avoir des projets qui sont beaucoup plus longs et lourds et qui nécessitent des reviews périodiques. Et donc, il y aura plusieurs V2 en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus dans cette temporalité en plein milieu du projet? C'est qu'on aura mis en place des outils de gestion des données. On aura commencé à produire réellement des données, donc on sait à peu près ce qu'on a devant soi. Et puis éventuellement, on peut avoir le consortium, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires du projet qui peut avoir évolué. Donc on a nécessairement une meilleure connaissance de ce qu'on est en train de produire. Et donc on est en mesure de produire la deuxième version du livrable et de l'envoyer à la Commission européenne. Et puis à la fin du projet, si on a des données à partager, c'est le moment de penser, de prévoir à les mettre dans un entrepôt. Et on a aussi, donc l'entrepôt, ça va servir à la diffusion. Et en parallèle, on peut choisir d'avoir un certain nombre de données qui seront à archiver. Donc il y aura tout un process de sélection de données pertinentes pour l'archivage. Et là, ce sera le moment une fois qu'on aura choisi son entrepôt, choisi sa plateforme d'archivage et ses critères de sélection, là on aura tous les éléments pour boucler le DMP et faire la livraison finale. Voilà. Alors tout ça, c'est en gros ce qu'il y a à faire à partir du moment où on est engagé dans un projet Horizon 2020, parce que c'est une obligation réglementaire, financement contre livrable. Maintenant, et alors souvent les chercheurs ont un peu tendance à se dire je le fais parce que c'est obligatoire, mais en réalité il y a autre chose à faire que de se dire que c'est obligatoire, il y a aussi des intérêts à le faire. Donc là ce que je vous propose je crois 4 diapos si je ne me trompe pas, c'est l'analyse SWOT, force, opportunité, menace et faiblesse pour chacun des profils types, c'est-à-dire le chercheur, l'appui à la recherche, que ce soit des professionnels de l'IST, des juristes ou des ingénieurs projets, l'institution elle-même, quel est son intérêt et qu'est-ce que ça lui coûte, et puis in fine l'utilisateur des données qui auront été potentiellement ouvertes. Donc ce qu'on voit ici, c'est pour le chercheur, l'une des forces, c'est une meilleure coordination entre les partenaires, tout simplement parce que le plan de gestion, il est là pour recueillir, quand j'en ai donné la définition, j'ai dit c'est un document qui formalise et qui centralise les informations de description, de la production, de la gestion, etc. Donc ça veut dire que dans un projet collaboratif avec par exemple 10 équipes, ce qui n'est pas rare pour un projet européen, il va y avoir 10 équipes qui vont produire des données. Donc il y aura, grâce ou par l'intermédiaire de la conduite du plan de gestion de données, une coordination de fait sur la manière dont on va les décrire, les entreposer, etc., etc. Donc ça va être un outil de meilleure coordination entre les différents partenaires du projet. Ça c'est un élément qui ne touche pas le chercheur individuel au sein de l'équipe, mais qui intéresse le coordinateur du projet européen. Toute la dimension qui est d'anticiper les besoins en matière de protection, de coûts, d'exigences réglementaires, ça fait vraiment partie de la checklist anticipée. Ça permet d'être mieux préparé, ça permet de savoir que si on a besoin de 50 Tera de giga, on va acheter le serveur avec l'argent du projet, ce genre de choses. Et puis, si on est dans une discipline ou dans un type de projet qui est susceptible de générer ce qu'on appelle des données de référence, c'est-à-dire des données qui vont servir de pivot à toute la discipline,
le fait de les avoir extrêmement encadrées au moment de leur description, la façon dont elles ont été produites, quels sont par exemple quel logiciel il faut utiliser pour les lire, quelle version de logiciel, est-ce qu'il y a eu la documentation qui va avec, etc. Ça favorise cette qualité de référence de données. Alors, je ne dis pas que toutes les données n'ont pas vocation à devenir des référentiels de discipline, mais ça peut être un élément tout à fait positif dans ce cas-là. Un autre point, c'est l'opportunité de publier un data paper. Alors, je vais vous dire 2 mots sur cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de data paper et si vous êtes familier avec cette notion-là. Non ? Alors, un data paper, tout bêtement, comme son nom l'indique, c'est un article sur les données. C'est un article, en fait, qui est de qualité scientifique parce qu'il est reviewé. C'est pour ça que j'avais ce critère en tête tout à l'heure, qui est reviewé et qui, au lieu de décrire un résultat, décrit des données qui ont pu donner lieu à un résultat. Donc, c'est un article qui est éminemment technique parce que, justement, on va décrire comment les données sont produites, quel est le contexte de la recherche dans lequel elles ont été produites, avec quel matériel, quel équipement, est-ce que ça soulève des questions éthiques, etc., qui sont en fait tous les types de questionnements qu'on retrouve dans un DMP. Donc ça veut dire que si on s'est donné la peine de faire un DMP parce qu'on a été obligé par la Commission européenne, en réalité on a tous les éléments pour produire relativement facilement un manuscrit de data paper. Comme un data paper c'est un article scientifique, on peut donc le mettre dans sa bibliographie. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse par rapport aux données. Les data papers, ils sont publiés soit dans des journaux tout à fait classiques et qui ont quelques sections sur les données, soit dans des journaux qui sont spécialisés sur les données. Et il en existe de plus en plus. Je n'ai pas pensé à mettre là, mais il existe Alors, il n'existe pas encore de référentiel des data journals, mais il existe de plus en plus, et en tout cas maintenant dans toutes les disciplines, y compris en sciences humaines, des data journals. Donc l'opportunité de publier la description de ces données ouvre une opportunité d'avoir une publication supplémentaire, tout bêtement. Et puis évidemment d'être mieux visible. Voilà, donc publier un data paper. Le fait d'avoir monté un plan de gestion de données, évidemment, ça favorise le travail collaboratif puisqu'on a vu qu'on fait appel à tout un tas de collaborations, de compétences différentes. La notion de fiabilité de la recherche, je l'ai évoqué un peu avec l'ouverture des données et le fait qu'on puisse, que ça ouvre la possibilité de vérifier les résultats qui sont publiés. Et puis, cette notion de conservation des données dans les conditions de création ne sont pas reproductibles, c'est limité à certaines disciplines. Alors maintenant, quelles sont les faiblesses du point de vue du chercheur de faire un DMP ? Ça prend du temps, ça c'est clair. C'est pas intéressant parce que c'est du baratin administratif et ça fait peur parce que c'est un gros document et je veux pas le faire. Alors moi, il se trouve que le jour où j'ai dit mais c'est juste une checklist à un chercheur, il m'a dit ah bah oui, ça, ok, on le fait déjà. Donc je pense que dans l'approche du chercheur, il faut dédramatiser la chose. C'est juste une checklist et c'est de l'ordre de du questionnement de bon sens en réalité. C'est pas autre chose que ça. En revanche, le temps de remplissage, on ne peut pas nier. C'est comme de déposer des publications dans HAL. Enfin, dans l'ancienne version, ça prend un peu de temps. Et ça en prend beaucoup moins maintenant. Les menaces qui sont tout à fait sérieuses, c'est le lieu où sont stockées les données. Le fait de poser la question où stockez-vous vos données, quand pour les professionnels de l'IST, en tout cas, si vous voyez arriver une réponse du genre Dropbox ou ce genre-là, vous êtes tout à fait légitime à vous inquiéter. Donc j'en profite pour dire qu'il est très important de privilégier des espaces, et il existe dans Renater FileSender, des espaces de stockage ou d'échange de données dans la phase active du projet. Et dans la phase archivage, il y a des sites institutionnels ou des sites du ministère dont la mission est de conserver les données. Donc il est important, de la même façon que pour les publications, c'est vraiment exactement les mêmes problématiques, ne pas se laisser piéger et ne pas offrir à une société privée ces données scientifiques qui auront été financées sur fonds publics. D'un tout autre ordre et qui fait un peu le parallèle avec la fiabilisation,
C'est quelque chose qui nous a été opposé en sciences humaines, donc je serais intéressée de savoir si ça existe aussi chez vous. Certains considèrent que leurs résultats n'ont pas à être vérifiés ou remis en cause. Et la transparence, alors ça va aussi avec l'open access, la transparence a l'air de poser des soucis à certains chercheurs dans certaines disciplines. Ainsi que le fait de partager sans contrepartie. Ça, j'avoue que, en travaillant dans le public, je suis un peu choquée par ça, mais il se trouve qu'on a déjà rencontré ce type d'opposition. Donc je serais intéressée au moment des questions si vous avez des réactions par rapport à cette dimension-là. Donc voilà, sous l'angle du chercheur, quels peuvent être les arguments en faveur d'eux et puis les craintes contre lesquelles il faut savoir lutter. Maintenant, du côté des professionnels en appui à la recherche, et encore une fois, il n'y a pas que les IST, évidemment, nous, on est très intéressés par l'amélioration de la qualité du signalement des projets, parce que pour peu qu'on ait des missions de pilotage, comme il se trouve que c'est mon cas, ça permet aussi d'avoir une meilleure cartographie des projets qui sortent et de ce qu'ils font. Et puis on va être aussi, alors je passe les métadonnées parce que ça c'est assez classique, on va être aussi très intéressé par la question de l'anticipation des besoins d'archivage ou de curation des données. Il est évident que si on se trouve dans une position où on a plein de projets européens et qu'on se trouve avec des tas de plans de gestion à gérer, donc il faut tenir la main à tout un tas d'équipes, personne, je pense que ni chez vous, ni chez moi, ni nulle part, personne n'a les bras encore à l'heure actuelle pour accompagner tous les besoins. Donc l'intérêt aussi de voir ce nouvel outil qui se met en place progressivement, c'est aussi de se dire attention, on va avoir besoin de professionnels, et ça on en parle de plus en plus en termes de data manager ou de data descripteur. L'un des gros intérêts qui nous a été signalé, c'est le renforcement de la coopération entre chercheurs et IST. Alors évidemment, l'intervention juste précédente m'a bien plu pour cette notion-là. C'est vrai que on a tendance à voir souvent d'un côté le service central de la documentation, de l'autre les labos, et ils ne se parlent pas toujours. Le fait de travailler ensemble sur un plan de gestion de données, ça améliore considérablement les interactions et la qualité des interactions, parce que c'est le moment où les chercheurs peuvent se rendre compte que les IST ont aussi des compétences. Et pour les personnels eux-mêmes, ça leur permet de monter en compétences, de faire évoluer leur profession. Et ça, c'est... Alors, quelquefois, il y a des craintes, mais quelquefois, il y a aussi des gens qui se disent « Tiens, mais c'est une évolution intéressante, je vais peut-être pas faire du catalogage toute ma vie. » Voilà. Je passe sur les autres points, parce que sinon, je peux en dire des tartines. Ce qui est évident, c'est que les professionnels de l'appui à la recherche n'ont pas les connaissances scientifiques, sauf exception. Quelquefois, les documentalistes de laboratoire ont quelquefois les connaissances scientifiques, mais c'est plutôt rare. Donc on n'a pas les connaissances scientifiques pour compléter l'intégralité des champs. Toutefois, pour avoir fait l'exercice moi-même, je me suis rendu compte que quand on travaille avec un ingénieur projet, dans la description d'un projet, on a énormément d'éléments qui permettent de remplir un certain nombre de cases. Il est évident que tout ce qui touche aux données strictement, c'est-à-dire comment elles sont produites, avec quelle version du logiciel, quel matériel, quel scanner, quel je ne sais pas quoi, ça on ne sait pas faire. Mais tout ce qui est un peu en amont, toute la première phase du plan de gestion de données, on peut déjà apporter beaucoup. Ce qui m'a été opposé, je l'ai constaté les premières années où j'ai travaillé là-dessus, c'est que on peut avoir affaire à des communautés qui n'ont pas envie de travailler ensemble, tout simplement. Un juriste et un documentaliste ne parlent tellement pas le même langage, n'ont tellement pas les mêmes, systèmes de fonctionnement dans leur métier, qu'ils peuvent avoir des grosses réticences à travailler entre eux. Ce qui est très dommage, mais bon, ça fait partie des choses à considérer. Je l'ai un peu mentionné, l'insuffisance de moyens pour être généralisé à grande échelle. Heureusement, les projets européens, il n'y en a pas encore. Heureusement et malheureusement, évidemment, mais je dirais que ce n'est pas comme les projets ANR. Certains personnels ont un désintérêt, donc c'est vraiment le pendant, et ce n'est pas un hasard du tout. Si entre menaces et opportunités, il y a des pour et des contre. Et puis, très souvent, en tout cas à l'heure actuelle, comme c'est une compétence émergente, on a plus le travail repose plus sur des personnes
et des volontés individuelles que réellement sur des missions identifiées. Du côté de l'institution, ça je pense que c'est assez clair, la visibilité des résultats scientifiques de l'institution. Pour la dimension pilotage, avoir des activités qui sont bien plus cadrées et bien plus consolidées. Un peu du même genre, tout ce qui est source d'information et réservoir de données. Alors, du coup, avec l'intervention de Lionel Morel, j'étais très intéressée parce que je me dis qu'on a quelque chose à faire du côté de l'établissement, c'est-à-dire si les bases de données appartiennent à l'établissement, les bases de données produites par les chercheurs appartiennent à l'établissement, du coup, ça devient de notre devoir de leur donner les moyens de les mettre quelque part. Tout simplement. Donc ça déclenche aussi, et puis c'est une façon aussi d'encourager les chercheurs à gérer correctement leurs données en leur disant, si on a un entrepôt institutionnel, eh bien c'est d'autant plus facile pour le chercheur d'aller y stocker ses données plutôt que de les laisser sur un coin de disque dur. Alors évidemment, du côté des faiblesses ou des menaces, comme pour l'instant, les appels à projets français ne sont pas du tout couverts, c'est-à-dire les projets ANR n'exigent absolument pas ça. Et moi, j'ai l'impression que la position de l'ANR fait que ça ne va pas se faire de sitôt, c'est-à-dire que l'ANR, elle est plutôt agence de financement, mais elle n'a pas un rôle très politique. L'Europe a un rôle politique, et donc je crains que qu'il n'y ait pas beaucoup d'appui de ce côté-là. À l'heure actuelle, on manque encore beaucoup d'infrastructures. Évidemment, on a FileSender pour échanger des données, mais on n'a pas encore vraiment d'endroit pour les stocker durablement, pour les archiver. Il y a des coûts, évidemment. Et puis, en première instance, on peut se demander légitimement, quand on est un chef d'établissement, quel est le retour sur investissement de faire tout ce boulot, que mes chercheurs et mes BIATS travaillent là-dessus et que je mobilise des ressources informatiques là-dessus. Une menace, c'est si on ne fait rien, on va être face à un éparpillement des données qui sont produites, un éparpillement dans le monde entier, puisqu'il existe beaucoup d'entrepôts disciplinaires, et d'une certaine façon, il y a une logique à stocker ces données dans un entrepôt disciplinaire, parce que le formatage correspondra à un besoin, il y a des spécificités disciplinaires, mais du côté des établissements, évidemment, ça pose le problème d'éparpillement. Ça pose aussi la question de la délégation, et donc là je reviens encore sur la question de la propriété des données. Quand on les stocke sur un entrepôt, il faut être au clair sur le fait que les entrepôts, certains entrepôts ont tendance à vouloir privatiser les données qui y sont stockées, et en particulier les entrepôts d'éditeurs commerciaux, bien sûr. Et évidemment, la question du non-engagement des chercheurs, puisque c'est quand même eux qui sont le nœud gordien et la cheville ouvrière de la gestion des données, c'est aussi un souci. Et je vais finir avec les utilisateurs. Alors, l'utilisateur potentiel des données qui auront été décrites, stockées et ouvertes. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans le potentiel et le conditionnel. Évidemment, plus les données seront décrites, plus elles seront intelligibles et plus on est en mesure de comprendre comment elles sont fabriquées et donc de les réutiliser correctement, plus on aura accès à des données qui sont de très bonne qualité et on pourra les réutiliser de fait. Il y a aussi un argument qui est, je trouve, assez intéressant, c'est qu'on aura d'autant plus de temps pour se consacrer à l'analyse des données plutôt qu'à leur production. C'est à la fois plus rigolo et plus pertinent. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, la notion de données de référence. Les communautés scientifiques produisent des données. Certaines d'entre elles deviennent des données pivots qui servent à l'ensemble de la communauté scientifique. Donc si on a de plus en plus de communautés scientifiques qui produisent des données de référence, on a des référentiels. C'est le mot consacré, ou des valeurs qui font autorité dans une discipline. On l'a vu avec la question du data mining, mais visiblement c'est un peu tombé à l'eau. Donc ouvrir plus d'entrepôts de données différentes, ça permet de croiser plus de données, mais si on n'a pas encore le droit de le faire, c'est un peu embêtant. Alors la question des observatoires de données dans le temps, moi ça me pose un peu question, parce que je pense que ça sert essentiellement en histoire des sciences. Je ne suis pas très sûre de comprendre le réel intérêt de créer des observatoires de données dans le temps. Par contre, du côté des écueils,
l'un des gros écueils qui est assez évident, surtout quand on démarre dans une démarche, c'est la méconnaissance des données disponibles. Alors il y a de plus en plus d'entrepôts qu'on peut interroger. Pour l'instant, l'indexation de ces données, de ces entrepôts de données, n'est pas toujours très satisfaisante. Donc ça peut gréver un peu la réutilisation réelle. Il y a aussi quelque chose qui est très lié à la pratique, c'est que selon les disciplines, en particulier dans les disciplines où on est peu habitué à partager ces données, on sera d'autant plus réticent à utiliser les données de quelqu'un d'autre. Parce qu'on mettra d'une certaine façon en doute la qualité de ce qui a été fait. Ou à minima, on ne comprendra pas comment ça a été fait, donc on ne saura pas bien les appréhender. Il y a aussi un élément qui est que si la donnée est accessible, très bien, mais donc elle est gratuite pour ce coup-là, mais retraiter la donnée pour en faire ce dont j'ai besoin moi, ça c'est pas gratuit. Et les deux autres écueils, ça je l'ai déjà mentionné, mauvaise compréhension des méthodes de production des données, ça c'est si elles ont été mal documentées, et la captation des données par des intérêts non académiques, dans le cas où on n'aura pas fait attention à l'opérateur d'un entrepôt de données. Voilà. Voilà, alors ça c'est un peu... c'est un peu périmé parce qu'en fait c'est la diapo que j'avais utilisée, mais c'était il y a déjà quelques mois, donc je ne vais pas vous la commenter. Voilà, maintenant je suis disponible pour vos questions ou vos remarques d'ailleurs, et puis je vous redis que je suis intéressée de savoir dans les communautés quelles sont les positions que vous pouvez avoir dans vos communautés respectives. Je suis Danielle Galder, je suis chercheur au CNRS et je suis aussi membre d'un programme interdisciplinaire sur Sorbonne Paris-Cité qui est dédié à l'imagerie biomédicale et ses enjeux sociétaux en termes de médecine mais aussi d'apprentissage et cognition. Donc je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, il y a différents éléments. C'est vrai qu'on peut parfois... Donc on est un réseau d'une trentaine d'équipes et d'environ 200 chercheurs, très pluridisciplinaires, qu'on va de tout ce qui procède de l'obtention d'images biomédicales, c'est-à-dire physique, chimie, en passant par les mathématiques, informatiques pour l'analyse du contenu des images, mais également l'informatique aussi bien dédiée aux infrastructures de stockage qu'aux outils de fouille de données, par exemple. Et on prétend même essayer de contribuer à l'interrogation qu'on a sur les questions d'éthique appliquée et de droit autour du partage de ces données, qui dans certains cas sont des données patients. Il y a l'imagerie clinique, il y a l'imagerie préclinique, il y a l'imagerie aussi cellulaire, voire moléculaire. Multitechnique d'acquisition et multi-échelle. Donc juste rebondir en vous disant qu'effectivement, on rencontre parfois des gens qui sont un peu réticents à donner leurs images, à partager leurs images, ce qui peut se comprendre vu l'investissement important en temps, matériel, en coût, en savoir-faire. Ceci dit, dans le programme IDV, on a eu vraiment comme but de construire un entrepôt qui permette à chacun de déposer ses images, de les partager, d'annoter éventuellement des images de collègues, de chercher des images qui soient similaires, d'évaluer également le retour de pertinence sur telle ou telle requête de tel ou tel participant. Pour freiner les barrières, on s'est rendu compte aussi que parfois ce qui était un frein au partage des images et des données connexes, qu'il s'agisse des métadonnées d'acquisition ou l'anamnèse par exemple d'un patient, c'était qu'il fallait se mettre en accord sur une charte d'annotation des images. Donc on a passé pas mal de temps, il y a eu plusieurs groupes de travail pour définir une charte d'annotation. Donc c'est des index avec toutes sortes de niveaux et de sous-niveaux qui vont permettre de qualifier tel ou tel dépôt. On a aussi rencontré dans nos réunions de pilotage la question des langages spécifiques aux différentes disciplines. Vous soulignez tout à l'heure le fait qu'un juriste n'avait peut-être pas nécessairement envie de parler à un IST. Pour ça, on a essayé de mettre sur pied, et j'espère qu'on va continuer, c'est un espèce de glossaire. On a fait une journée thématique, regard croisé sur l'imagerie, vue par un physicien, un chimiste, un matheux, un radiologue, un informaticien spécialiste des bases de données, un informaticien spécialiste de l'infrastructure, un éthicien, un épistémologue. Et ça permet finalement de poser
les entendements qu'on a de mots spécifiques. On est en train de construire un glossaire qui est largement ouvert à la communauté, qui peut être amendé par qui veut le faire, hein, sur les différents termes techniques qui sont utilisés dans telle ou telle discipline. Voilà. Et l'absence d'engagement des chercheurs, c'est vrai que parfois, moi je me suis heurtée même dans mon laboratoire à des remarques. Oui, mais attends, moi je fais de la biophysique, je ne fais pas du big data. Alors, je me suis vue en train de répondre, il ne s'agit même pas de big data, il s'agit que les données de ton étudiant, de ta thèse, de ta publi, puissent être réutilisées par d'autres. Donc je pense que les évolutions, elles changent plus ou moins facilement, suivant les personnes en fait. Hein, c'est une question d'individu et puis d'ouverture à des domaines qui ne sont pas nécessairement votre domaine de compétences, mais ça reste passionnant. Voilà. Merci. Cette notion de glossaire, je trouve ça tout à fait génial. Vous pouvez nous en dire plus sur l'endroit où on peut le trouver? Il est accessible en ligne. Je peux éventuellement vous communiquer. Je pense que si vous allez sur le site internet du programme Imagerie du Vivant, donc c'est idv.parisdescartes.fr, à un moment sur la page d'accueil, ça doit s'ouvrir encore sur la journée de rencontre Recherche-Industrie de mai dernier, mais un peu plus bas sur la page d'accueil, il y a un glossaire à partager et à éditer ensemble. Et on a fait une première journée pour lancer ce glossaire il y a 2 ans. Comme je vous l'ai décrite, c'était regard croisé des différentes disciplines sur l'imagerie. Il s'agissait de faire comprendre les concepts de base et quels mots on donnait à tel ou tel concept. J'espère qu'on pourra la reproduire en 2018, quel que soit l'avenir des programmes interdisciplinaires dans le contexte de la commune. Et puis ce glossaire continue à être alimenté. On l'a aussi partagé sur le... Je vous ai parlé tout à l'heure d'une infrastructure mutualisée qui a été travaillée et défendue au niveau des 3 universités, Paris 5, Paris 7, Paris 13, notamment avec l'aide de Philippe Verle et de Christophe Serrin, ici à l'IPN. Et ce glossaire va aussi être hébergé sur ce cloud, qui n'est pas un cloud privé, qui n'est pas un cloud public, qui est un cloud à destination de ses usagers. Voilà. Questions, remarques? Les enfants? Peut-être parce que ça va un peu reboucler peut-être sur ce que vous venez de dire. Il y a une dimension dont je n'avais pas parlé dans ma présentation et qu'on aurait pu aussi aborder sur les plans de gestion de données, c'est la question des données personnelles. Oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de mai prochain, il y a un règlement général de protection des données qui va s'appliquer d'origine européenne et qui change très fortement la manière dont le système fonctionnait sur la protection des données. Et pour m'y être un peu confronté en essayant d'ouvrir des jeux de données dans mon université, on s'est très vite rendu compte qu'une des plus grosses difficultés à manier, c'était la protection des données personnelles. Et ça, je pense que ça va être, et je pense que ces démarches-là d'anticipation dans les plans de gestion de données, ça peut vraiment être une occasion de mettre à plat ces questions il vaut mieux y penser avant que y penser après. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je crois qu'effectivement, il y a des menaces de pénalisation très fortes, de pénalités très fortes vis-à-vis des entreprises qui ne respecteront pas les directives sur les données personnelles. Nous, dans IDV, on s'est associé à une toute petite entreprise qui s'appelle Digital Ethics, dont la spécificité est justement d'appréhender à la fois la problématique éthique et juridique, d'éthique appliquée et de droit autour des données, et notamment des données sensibles ou des données personnelles. Et par exemple, on a essayé, on a actuellement en preuve de concept sur des données d'imagerie patient à Sainte-Anne, des développements informatiques qui visent à quantifier la robustesse d'une procédure d'anonymisation. Qu'est-ce que c'est que l'anonymisation? En gros, quand on doit partager des données de patients, on ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas garder l'identité du patient, on est obligé de rendre anonyme une partie des données qui permettrait la réidentification. Et on a en test, donc, sur un lot de données d'images de Sainte-Anne, un logiciel qui s'appelle Privacy Eval, qui consiste en quelque sorte à essayer de mesurer la robustesse. Parce que les bases de données sont telles que parfois, croiser 3 bases de données sur des informations rares, on arrive à identifier la personne malgré tout. Voilà. Donc il faut non seulement anonymiser, mais il faut encore évaluer quelle est la robustesse de l'anonymisation, quelle est la capacité de retrouver finalement l'identité d'un individu, même si on s'est pris la peine de la masquer. Voilà. D'autres questions? Je pense qu'on peut... Nathalie, tu voulais répondre? Non, je trouve ça formidable ce que vous faites et très intéressant. La FNAC c'est parti au début du désir de partager un petit peu nos savoirs, de réutiliser les données.
On partait du constat que les images, même patients, ne sont pas réutilisées, les examens sont remultipliés dans des conditions d'acquisition qui ne sont pas standardisées. Donc tout ça, c'est un gros travail de données produites et finalement pas exploitées ni réutilisées alors qu'il y a matière. Il suffit juste de s'organiser et de se donner des moyens techniques et méthodologiques pour que ça puisse. Alors, conclure, ça serait un peu mission impossible, mais j'ai souhaité, puisqu'on me l'a demandé en fait, et que je l'ai fait avec plaisir, je me suis prêtée à ce jeu avec plaisir, relever quelques éléments de chacune des interventions et finalement ouvrir des pistes de travail alors qui seront plus valables pour les collègues de Paris 13 dans la salle, mais qui, à mon avis, ne seront pas complètement étrangères à l'ensemble des collègues d'autres universités parisiennes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir assister à ce séminaire ce matin. Donc Anne Pellet avait ouvert en nous disant que l'open access était un sujet d'actualité depuis 15 ans à peu près, et c'est vrai que je me disais, comment vous l'avez dit, que finalement depuis quelques années on en parlait vraiment beaucoup plus. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement depuis 4-5 ans on en parle tout le temps? Et Lionel Morel en quelque sorte nous a donné la réponse, tout simplement parce qu'il y a une irruption du législateur qui confère d'abord des droits aux auteurs, aux chercheurs, etc., donc une responsabilité, et on peut bien l'imaginer, bientôt des obligations, comme on le voit déjà avec le plan gestion de données dans les projets européens. Donc finalement, on est en train inconsciemment de réaliser que nous, universitaires, demain, tous, que ce soit des bibliothécaires, des chercheurs, des personnels d'accompagnement de la recherche, on sera au pied du mur et obligé de répondre à des obligations légales pour obtenir des financements publics. Alors ça paraît encore très isolé parce que ça fait longtemps qu'on dit si on ne publie pas, si on ne rend pas public les résultats des recherches financées par les crédits européens, on n'aura plus les crédits européens et on continue à les avoir. Mais comme toujours, un jour on les aura plus, il vaudrait mieux être prêt à répondre avant le moment où le couperet tombera, parce que si d'un jour à l'autre on doit se mettre en ordre de marche, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc, puisqu'on a l'opportunité d'anticiper, anticipons, j'ai envie de dire. On a ensuite entendu Aline Bouchard nous parler de l'identifiant chercheur. Alors, en fait, pas mal d'entre vous ou d'entre nous connaissaient les 4 offres, mais je ne sais pas si c'était le cas pour vous, ne faisait pas forcément la différence complètement entre la nature de ces propositions, finalement. Et j'en ai retenu qu'il y avait des propositions très clairement commerciales qui ont pour premier effet de simplifier la vie des éditeurs pour l'identification des publiants. Et puis des propositions non commerciales, mais de différentes échelles, soit nationales, donc finalement qui restent très franco-françaises, avec tout le côté positif néanmoins qu'elle peut avoir avec Idéal, mais aussi un consortium à but non lucratif qui donne d'emblée une visibilité aux chercheurs que vous êtes, aux établissements auxquels nous appartenons, des travaux de recherche que nous conduisons, et j'ai envie de dire, on fait le travail une fois pour toutes. Alors une fois qu'on a dit que ça permettait de se faire mieux voir, de mieux voir les autres, et aussi sans doute d'être évalué, mais de toute façon ça on n'y échappera pas. Donc autant se donner les moyens d'être évalué justement et au mieux de ces productions. Je me dis que peut-être on pourrait organiser régulièrement à Paris 13 avec les cellules recherche, avec les ingénieurs support dans les laboratoires, avec le BRED et avec tous ceux que j'ai oubliés et que je prie de m'excuser déjà d'avoir oublié, des ateliers de création d'identifiants. Et ça vise plutôt nos jeunes chercheurs, mais aussi des ateliers de fusion des identités en quelque sorte. Parce que je sais qu'on a des collègues qui disent « mais moi je ne sais plus très bien si j'ai signé, alors je ne vais pas donner le vrai nom, mais si j'ai signé Marie Durand ou Durand-Marie ou M. Durand, et c'est quand même très pénible à rechercher. Donc si on le fait en petit groupe, si on le fait avec un accompagnement, ça peut vraiment aider. Donc c'est une sorte de première proposition que je vous fais. Et cette proposition, en fait, elle s'est appuyée sur le témoignage, en quelque sorte, ou le rétexte, comme on dit ailleurs, de Bérénice et François-Xavier, qui finalement nous montre qu'à quelques-uns, 4, si j'ai bien compté, on peut, contre vents et marées, convaincre l'ensemble de ses collègues d'avancer et de progresser, et que finalement les vents et les marées s'inversent, et qu'on embarque l'ensemble de l'institution avec des résultats significatifs, et une conviction, et c'est vrai que Isabelle Seller, qui est ici aujourd'hui et qui était notre première référente HAL,
quand elle a travaillé avec la cellule LSHS, au début, c'était un peu compliqué. On se disait, est-ce qu'on va arriver à développer la pratique systématique ou la pratique régulière du dépôt en archives ouvertes dans HAL? On va peut-être dire qu'il faut juste déposer les références, ça fera moins peur. Et puis finalement, ça s'est mis en route, ça augmente, et aujourd'hui, les résistances sont beaucoup moindres, mais elles sont aussi beaucoup moindres parce qu'on sait ce que c'est et on sait à quoi ça sert, pourquoi on le fait, quels risques on encourt, si jamais on considère qu'on en encourt, et surtout quels avantages on en retire. Et donc on organise déjà depuis plusieurs années des ateliers de dépôt dans HAL. Je pense qu'on peut vraiment les systématiser, on peut travailler sur les curriculum vitae HAL, et ça serait un complément sans doute intéressant à la création des identifiants chercheurs ORCID ou idéal, sachant que pour Scopus et Web of Science, on va peut-être laisser chacun le faire. Mais donc, ah oui, bien entendu, en fait. Ce que j'ai retenu aussi, et là c'est plutôt l'ouverture d'un champ de réflexion pour notre université de l'intervention de Lionel Morel, c'est la réflexion induite par la loi numérique sur les APC et tout simplement la connaissance que l'on a ou que l'on n'a pas des APC qu'on paie aujourd'hui. Alors, je ne sais jamais ce que ça veut dire, mais en fait, c'est le fait de payer pour publier. Mais je ne sais jamais l'acronyme, développer l'acronyme. C'est vraiment le concept d'auteur-payeur. Aujourd'hui, en fait, chaque laboratoire paie, que parfois c'est un service central de l'université qui va financer une publication. Et en plus, ça n'apparaît pas toujours sur les mêmes lignes budgétaires. Donc, on est bien incapable de dire en quelques minutes quel est le volume d'APC payé aujourd'hui par notre université. Et surtout, est-ce qu'on veut continuer à les payer si après 6 mois, on peut de toute manière déposer en open access? En fait, quel est l'intérêt finalement de payer juste pour donner 6 mois de vie en faux open access en quelque sorte, enfin en vrai open access, mais en open access payant, de plus à son article, ou 1 an de vie quand on est dans les domaines des SHS. Et je pense que ça serait vraiment une réflexion à mener au cas par cas, mais aussi institutionnellement, globalement, de manière à savoir combien ça nous coûte finalement, puisque comme l'avait dit Annie Maleki en introduction, la réflexion sur l'open access et l'accès gratuit aux résultats de la recherche publique financée par des fonds publics, c'est avant tout une question économique, enfin c'est avant tout. C'est aussi, et c'est au quotidien, un enjeu financier colossal pour des universités qui aujourd'hui n'ont plus forcément les moyens de payer sans compter. Et donc, c'est une voie de réflexion, je pense, qui pourrait en fait nous réunir ensemble autour de ce sujet. Enfin, et je crois, je suis désolée parce que j'ai forcément oublié plein de gens, je me dis aussi qu'on aurait un travail à conduire sur la question du plan de gestion des données, et pas forcément immédiatement sur sa mise en œuvre technique avec des énormes infrastructures de stockage des données, mais bien déjà sur l'identification des différentes méthodes qui doivent exister aujourd'hui dans chacun de vos laboratoires pour stocker vos données. Parce qu'il y a quand même une question sur laquelle j'ai très peu de doutes, c'est aucun chercheur ne décide qu'il va jeter ses données après avoir fait sa publication. Donc il a forcément un moyen ou un autre, plus ou moins fiable, plus ou moins élaboré, plus ou moins décrit, plus ou moins abouti, de stocker ces données. Et ça pourrait être un travail collectif à conduire ensemble, de recenser les différentes méthodes de stockage de données et éventuellement de pérenniser ces stockages si jamais on considère qu'il y en a qui sont un petit peu, comment dire, qu'on est sous Excel 95 et que peut-être un jour on n'ouvrira plus le fichier, enfin d'une manière un peu caricaturale. Oui, Daniel, tu voulais intervenir ? l'IDV, sous la conduite de Christophe Serrin, avec Marie Lafaille et Leila Abidi et moi-même, on avait fait tout un questionnaire justement sur le cycle de vie des données, quelles étaient les pratiques métiers, quelles étaient les pratiques des collègues. Donc ça a diffusé d'abord sur Paris 13, ça a été élargi après sur Sorbonne Paris Cité, suite à il y avait eu une journée Big Data fin novembre en 2015, je crois, ou 2016, je ne sais plus. Et on en a tiré une communication, un congrès, un article de proceedings. Donc je ne dis pas que le travail est complètement bouclé et qu'il ne mérite pas d'être fait ou étendu, mais il y a déjà quelques éléments qui ressortent, avec beaucoup d'archivage non pérenne, malheureusement.
ce que tu dis, c'est encore plus encourageant. Ça veut dire que s'il y a une impulsion un peu centralisée, alors j'ose pas le dire avec autant de familiarité que l'a fait Bérénice, parce que c'est Bérénice, mais un peu centralisée de la commission recherche, forcément c'est un travail qui pourra s'appuyer sur des prérequis en quelque sorte, ou des préexistants qui nous faciliteront la tâche et qui permettront de le remettre à l'ordre du jour et de le médiatiser en quelque sorte pour l'enrichir et se demander ce qu'on en fait après. Pour avoir une idée, une image, une photographie de nos pratiques, et aussi parce que, selon les informaticiens, notamment Christophe Serrin, de ces pratiques actuelles, enfin, la connaissance de ces pratiques allait impacter finalement la façon dont on allait construire et donner les règles d'utilisation de l'infrastructure que l'on souhaitait construire et partager. Voilà. On avait eu cette même réflexion avec François Xavier Mas dans le cadre du groupe Édition SPC, où il avait été question de faire une enquête, cette fois-ci sur les publications à l'intérieur de l'université, c'est-à-dire comment est-ce que vous publiez, chez quels éditeurs, sur quel réseau, Ouais. sous quel format, enfin, et en fait, bon, il devait y avoir quelqu'un engagé pour faire cette enquête sur SPC, ça n'a jamais abouti, mais je pense que cette Ça serait très intéressant, je pense. réflexion sur les archives, elle pourrait être menée aussi vraiment sur les publications elles-mêmes. Enfin, à la lumière de quelques questions qui ont été posées, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'organiser, je me tourne vers Karim et Marie, qui n'est plus là, un séminaire sur les modèles économiques des publications. Parce qu'on a bien vu ce matin que certains jonglent avec la voie verte, la voie dorée, la vraie voie dorée, la voie semi-dorée, etc. Mais à chaque fois, c'est une mécanique intellectuelle quand on en a déjà entendu parler pour se dire alors là, en fait, qu'est-ce que c'était la vraie voie dorée là ? Et donc, ça serait peut-être intéressant de remettre à place ça pour tout le monde. Et j'ai envie de dire que ce soit pour les jeunes doctorants qui, du coup, savent où ils s'engagent quand ils signent un contrat et quand ils acceptent une forme ou une autre de publication et où ils ne s'engagent pas, et qui en fait soit complété aussi par l'engagement juridique contraignant du contrat au regard de la loi sur la République numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait effectivement tomber dans les contrats de fait de manière rétroactive, on peut espérer, et pour les éditeurs étrangers aussi, et qu'est-ce qu'elle ne fait pas tomber, parce qu'il y a quand même des points de blocage qui restent importants et qui restent contractuels. Donc il faut être totalement conscient de à quoi on s'engage le jour où on signe, et honnêtement quand on est chercheur, sauf peut-être quand on est chercheur en droit ou quand on est bibliothécaire, on n'est pas forcément spécialiste de la lecture d'un contrat d'édition. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant de rééditer ce type de matinée autour de ce thème si ça vous intéressait. Là je vais en... Oui. Je me demande si ça ne pourrait pas déboucher sur une sorte d'un résumé d'une page transmise à chaque personnel de l'université. Attention, parce qu'on voit maintenant dans les labos des jeunes qui arrivent et ils arrivent auprès du directeur de labo et disent tiens, tu peux me donner 2000 francs, 2000 euros là, parce que je voudrais faire publier mon papier. Et alors, le directeur de labo, il n'a pas d'argument forcément dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'en bio, je ne sais pas, les choses sont différentes. Mais en tout cas, en maths, nous, on n'a pas du tout cette culture-là. Et ça serait peut-être pas mal de faire pas un livret, on le lira pas, mais je sais pas, Est-ce que c'est ça aussi le vrai souci dans l'accompagnement au quotidien? C'est que typiquement, tu as bien vu que sur la matinée, les enjeux qui ont été présentés, ça ne se résume pas à une demi-page, si, tu peux donner des... Non, mais tu peux... Bérénice, tu peux donner des points d'attention. Tu peux donner des Tu peux dire attention. Si vous signez de telle manière... Tu peux faire une demi-page en disant avant de signer, allez voir sur Roméo Sherpa quelle est la politique de l'éditeur et s'il est en vert, s'il est en orange ou s'il est en rouge. Et à mon avis, ça, tout le monde ira voir sur Roméo Sherpa avec qui il est en train de signer. Enfin, c'est un peu la politique des petits pas. Oui. Et je voudrais ajouter juste une chose à ce sujet. Il me semble qu'on n'a pas parlé du tout. Il y a des éditions de l'Université Paris-Nord, non? On parle 13, ça existe. Non, je crois pas. Mais... Il y a des livres qui sont publiés, non, il me semble qu'ils sont... Il n'y a plus d'édition. Et ben pourquoi il n'y en aurait pas?
Voilà, c'est ma dernière question. Sous forme papier, peut-être pas. Non, mais sous forme électronique, on n'a pas des publications. Il y a beaucoup d'universités qui refont revivre leur On peut le faire sur Al, on l'a bien vu là. Tout à fait. Ça se fait. Et donc, avant de vraiment clore, je voudrais remercier individuellement chacun des intervenants qui a apporté la richesse de cette journée, mais aussi tous les participants qui sont venus plus nombreux que prévu au rendez-vous, et c'est une très bonne nouvelle, et qui ont enrichi aussi la journée, parce que c'est plus stimulant de parler devant 50 personnes finalement pour un intervenant que devant 4 personnes déjà convaincues. Donc on donne le meilleur de soi-même quand on est intervenant dans ce type de contexte, et inviter tous ceux d'entre vous qui le souhaitent à nous rejoindre dans le bâtiment d'à côté, l'ancienne bibliothèque, pour un buffet froid si cela vous plaît. Et merci à la commission recherche pour l'ensemble de son accompagnement, et à nos collègues de Paris 13. Et un dernier remerciement qui me tient à cœur, parce que je l'ai oublié, c'est à Karim et Marie, d'une part, Karim Boualem et Marie Quadrini, qui sont responsables de la valorisation de la recherche et de la gestion des ressources électroniques à l'ABU pour l'organisation de cette journée, mais aussi à Jonathan Perrin et à Stéphane Houdin, dont je ne citerai pas les fonctions, mais qui ont été plus que des chevilles ouvrières pour l'organisation logistique de cette journée, sans qui elle ne se serait pas déroulée aussi bien. Donc merci Stéphane et Jonathan.